Bonjour à tous, je suis Rivelino da Silva, responsable commercial pour la société FAS. Un grand merci à vous tous d'assister à cette webconférence que nous organisons pour vous présenter notre système Picoxia, système d'aide au diagnostic pour votre radiologie thoracique. Afin de vous le présenter au mieux, nous avons invité Aloïs Delacomble, créateur, fondateur et responsable de Picoxia. Le but de cette webconférence, c'est de vous présenter toutes les spécificités et le fonctionnement de notre système et que vous puissiez comprendre la façon d'intégrer notre outil dans votre activité d'imagerie. Bonjour Aloïs, merci Bonjour, d'être avec nous. c'est un plaisir. Donc, écoute, merci à toi. Avant de te laisser commencer la présentation du Picoxia, j'avais une question à te poser. C'est explique-nous le pourquoi du Picoxia. Euh, Tu l'as fait pour répondre à quel problème? Eh bien, quand on est vétérinaire, on est confronté malgré le fait qu'on ait une formation généraliste, on est confronté à une variété de problèmes qui, en médecine humaine, nécessiteraient des années de spécialisation. Et on doit être tour à tour un chirurgien, un anesthésiste et un radiologue. Et je me suis dit avec Émilie que il fallait aider le vétérinaire avec l'intelligence artificielle pour lire les radios, parce que c'est vraiment une tâche très complexe, comme je vais vous le présenter, sur lequel on pouvait enlever un poids au vétérinaire. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, combien de temps a pris la conception du Picoxia et quels ont été les partenaires, en tout cas les personnes qui ont pu justement aider au développement du Picoxia? Quelles étaient les contraintes? On travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi sur Picoxia. On a travaillé avec Languedocia, notamment pour l'expertise radiologue, parce qu'en effet, le système apprenant se base sur une base historique d'exemples et il a besoin d'avoir l'avis d'un radiologue sur un grand nombre de radios pour pouvoir apprendre lui-même ensuite à lire les radios. D'accord, c'est un algorithme, c'est ça? Exactement, c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous présenter comment ça marche et comment est-ce qu'il fait pour apprendre tout seul. Parfait, Aloïs, à toi de jouer. D'accord. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous présenter le problème auquel on essaye de répondre qui est celui de la radiologie vétérinaire et quelles sont les problématiques qui y sont liées. La lecture radiographique nécessite d'avoir des connaissances théoriques poussées, mais aussi beaucoup d'expérience. Et il y a beaucoup de pièges dans lesquels on peut tomber ou de détails qui peuvent altérer la lecture de la radio. Donc, à commencer par la qualité technique de la radio, il faut que l'animal soit bien positionné. Ensuite, il peut y avoir beaucoup d'artefacts qui peuvent être perturbants dans la lecture, des variations raciales, donc par exemple, on pense au cardiomégalie. Enfin, lire une radio, ce n'est jamais tout blanc ni tout noir. Il y a un continuum lésionnel, donc par exemple entre les opacités interstitielles, bronchiques et alvéolaires, ou même sur une cardiomégalie, on peut avoir des cœurs qui sont à la limite, et donc c'est parfois difficile de trancher. Et puis enfin, comme nous sommes tous des humains, on peut être soumis à des biais dits cognitifs quand on lit une radio. En effet, cette étude se penche sur les erreurs qu'on peut faire lorsqu'on lit une radio. Elle étudie à peu près 600 cas différents. On pourrait se dire, quand j'arrive pas à lire une radio, c'est que j'ai un problème interprétatif, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose sur la radio, mais je suis pas capable de dire ce que c'est. Je vais croire que c'est une masse, et puis en fait, ce sera autre chose. Et en fait, cette étude, ce qu'elle montre, c'est que dans ce type d'erreur interprétatif ne correspond qu'à 20% des erreurs au total, et 80% des erreurs sont des erreurs d'omission pure. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose dans la radio, on pense qu'on a fini de lire la radio et qu'elle est normale ou qu'il y a un problème qu'on a identifié, mais on en a occulté un autre. Et ces erreurs-là, c'est les erreurs les plus difficiles à améliorer, entre guillemets, même lorsqu'on a
recours par exemple à la téléradiologie, parce qu'on aura tendance, ou par exemple à demander aussi l'avis d'un collègue, parce qu'on a tendance à demander l'avis de quelqu'un d'autre que lorsqu'on a soi-même un doute. Et donc dans 80% des cas, selon cette étude, eh bien ce n'est pas le cas, on n'a pas de doute, on a l'impression qu'on a bien lu. Donc ces erreurs perceptuelles, de quoi est-ce qu'elles peuvent venir? Cette autre étude détaille les différents biais perceptuels qu'on peut avoir. Donc il y a le biais contextuel, donc qui est lié à l'anamnèse par exemple, aux hypothèses cliniques. Je sais que ce chien tousse, donc je vais chercher en priorité un pattern et je vais oublier de regarder le reste, par exemple, du thorax. La satisfaction de la trouvaille, donc j'ai trouvé quelque chose, je m'arrête de chercher. Ou alors, tout simplement, la cécité involontaire, c'est-à-dire, quand on regarde par exemple un paysage, on ne voit jamais tous les détails et le regard a tendance à se fixer sur un point particulier. Par exemple, sur cette radio, donc c'est un chien de 2 ans qui a de la fièvre et il est faible. Et donc, étant donné cette anamnèse, on va essayer de lire la radio et puis on peut peut-être se focaliser sur les opacités qui se trouvent ici et là. Et on va oublier, par exemple, de voir la dilatation œsophagienne qui est assez marquée ici. Donc, si on essaye de chiffrer le taux d'erreur d'un vétérinaire en moyenne, cette étude montre que la conclusion est erronée par rapport à un radiologue dans environ 35% des cas. Donc, c'est là que nous intervenons pour essayer de vous aider à lire les radios. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une double lecture qui soit systématique. Et en fait, ce qui fait qu'elle peut être systématique, c'est qu'elle est immédiate. Donc vous envoyez votre radio et en moins d'une seconde, vous avez la lecture, ça ne vous prend pas de temps et ça ne casse pas le rythme de la consultation. Et du fait que ça ne casse pas le rythme de la consultation, c'est facile d'envoyer toutes ces radios systématiquement à la machine pour une seconde lecture et donc de réduire le risque d'omission, le taux d'omission qui vaut 80% du taux d'erreur à peu près. Et donc, cette lecture qui est systématique, elle a l'avantage d'être objective, donc c'est-à-dire que la machine n'est absolument pas influencée par l'anamnèse, par exemple, ni par la fatigue d'ailleurs, et elle est exhaustive, donc c'est-à-dire qu'on a une liste de 15 patterns et on va toujours chercher la présence ou l'absence de ces 15 patterns, systématiquement. Notre technologie est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Comment ça marche? Et comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, la définition la plus générale de l'intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui fait quelque chose qui a l'air intelligent. Donc, c'est une définition qui a été posée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est assez générale. Donc, par exemple, des chatbots qui ont des réponses préparées peuvent être comptés comme de l'intelligence artificielle, ou dans un jeu vidéo, un joueur qui n'est pas humain et qui a un comportement statique, mais qui est codé et qui a l'air intelligent, est une intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, le plus souvent, on pense au machine learning. Donc, qu'est-ce que c'est que le machine learning? C'est une intelligence artificielle qui apprend toute seule à faire la tâche qu'on lui demande de faire à partir d'un historique d'exemples. Donc, par exemple, un détecteur de spam, ça marche comme ça. Vous lui donnez une série de mails pour lesquels vous savez que ce sont des spams, une série de mails pour lesquels vous savez que ce ne sont pas des spams, et c'est lui tout seul qui va apprendre à faire la différence entre ce qu'est un spam et ce que n'est pas un spam. Et quand un nouveau mail arrivera, il sera déclassé dans la bonne boîte. Et la technologie qu'on utilise chez Picoxia, c'est encore un sous-ensemble du machine learning, qui est le deep learning. Donc, c'est du machine learning, basiquement, avec des réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, ce qu'ils permettent de faire, c'est de traiter des données non structurées. Donc, par exemple, de l'image, du texte et de l'audio. Et c'est la technologie qui a été propulsée en avant dans les années 2010. Donc, par exemple, AlphaGo, si vous en avez entendu parler, qui est l'intelligence artificielle qui joue au jeu de Go mieux que les humains, est basée sur le deep learning. Les voitures qui se conduisent toutes seules aussi. Et donc, on utilise ça.
Donc la façon dont ça marche, je vous donne un aperçu global pour traiter une image, qui est donc une donnée non structurée, c'est-à-dire que une image, en fait, qu'est-ce que c'est pour un ordinateur? C'est une grande matrice avec des intensités de pixels. Et nous, on voit directement des formes s'en détacher, mais l'ordinateur, lui, il n'a aucune façon d'agréger ces pixels et de voir se dégager des formes. Et donc, c'est justement ce que va faire le réseau de neurones convolutif, c'est-à-dire qu'il va détecter des bords et des contours sur l'image. Ensuite, il va agréger ces contours, donc il va dire, bah, là, j'ai deux contours qui forment un angle. Et au fur et à mesure de la progression dans le réseau, il va agréger. Donc, par exemple, ensuite, il va voir plusieurs angles qui forment une forme d'œil, et puis ensuite une oreille, et puis au final, un visage. Et il va ensuite pouvoir identifier ce qui se trouve sur la photo. Pour vous donner une idée, je vous parlais tout à l'heure du fait que les réseaux de neurones avaient été popularisés dans les années 2010. Donc ça, c'est dans le cas particulier du traitement d'images. Donc là, on a un benchmark qui s'appelle ImageNet. Donc qui est, on demande à la machine d'identifier des objets de la vie courante. Donc le taux d'erreur de la machine avant le deep learning, c'était environ 26%. Et l'année où le deep learning est arrivé, il est tombé de 26% à 16%. Et maintenant, il est même en dessous, donc il est environ à 2%, et il est en dessous du taux d'erreur d'un humain. Ça a révolutionné le domaine, et c'est ce qui a permis aussi, par exemple, d'améliorer les performances de traitement d'image sur de la radiologie. Donc, je vais vous montrer dans la pratique à quoi est-ce que ça ressemble. Euh, donc, on va passer le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a trois images dans notre cas, deux projections latérales et une projection ventrale. Donc, on les passe dans l'algorithme et vous voyez là, en moins d'une seconde, on a le résultat de l'interprétation. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet une dilatation œsophagienne, des patterns, des opacités. Et donc, si jamais, par exemple, on a besoin d'un peu d'aide, on dit, bah voilà, qu'est-ce que c'est que cette opacité? Qu'est-ce que c'est qu'une opacité alvéolaire? Quelles peuvent être les causes? On a des petits mémos qui nous aident. Et Une petite question, Aloïs. oui. Donc là, on est sur la plateforme, sur le logiciel Picoxia. Quel format d'image est nécessaire pour pouvoir le mettre dans le logiciel? Alors, on a pensé à la solution pour que ce soit facile de s'interfacer avec votre workflow actuel, et donc on peut envoyer n'importe quel type d'image, donc DICOM, JPEG, PNG. D'accord, très bien. Et donc on voit automatiquement un rapport textuel est créé en fonction de ce qui a été trouvé sur les différentes images du cas. Donc là, il marque présence marquée d'une dilatation œsophagienne à l'origine d'une légère déviation trachéale ventrale, présence marquée d'une opacité alvéolo-interstitielle et une opacité bronchique est également probable. On peut télécharger ça dans Word ou le sauvegarder dans Picoxia directement. Et puisque tu as posé la question, tiens d'ailleurs, on va peut-être regarder directement. Donc pour pouvoir exporter, pour pouvoir faire l'interface facile avec votre logiciel d'acquisition, on a aussi une version téléchargeable sur votre ordinateur, donc Mac ou PC, qui vous permet, par exemple, de prendre un screenshot et donc de ne pas avoir à même exporter vos radios. Vous voyez, là, je sélectionne la zone. Ça peut même me permettre de recentrer un peu la radio. Hop, je relâche. Et là, il y a l'interprétation qui va venir. Voilà. Donc là, il trouve aussi la dilatation œsophagienne. Et on a aussi une fonction export automatique. Donc, c'est-à-dire que dans la fonction export automatique, je choisis un dossier dans lequel mon logiciel d'acquisition va exporter les nouvelles images. Et dès que le logiciel va scanner la présence d'un nouveau fichier dans ce dossier-là, il va être analysé par la machine automatiquement. Donc, il n'y a même pas besoin de cliquer. Tout est fait pour gagner du temps. C'est très simple de Exactement. manipulation. C'est ça. D'accord. Là, on voit une version en anglais. Il y a bien sûr la version pour nous, c'est une des versions en français.
Oui, oui, oui. Et en effet, là, c'était la version en anglais, mais quand vous téléchargez, ça se met dans la langue de votre ordinateur et en ligne la langue de votre navigateur. Et on peut Parfait. aussi la langue ici. Voilà, alors une question honnête qu'on peut se poser, c'est d'accord, ok, ça permet d'analyser les radios de façon instantanée, d'avoir une relecture systématique et objective, mais est-ce que les performances de cette intelligence artificielle sont suffisantes pour m'aider et est-ce que je vais gagner en performance de lecture? Et donc, c'est la question qu'on s'est aussi posée et c'est le sujet d'un article que nous avons récemment publié dans le journal Veterinary Radiology and Ultrasound, dans lequel on compare les performances de Picoxia aux performances de 12 praticiens vétérinaires sur la détection des 15 patterns. Et donc, les résultats sont positifs. Sur presque tous les patterns, on obtient de meilleures performances. Donc, pour vous donner une idée globale sur les taux d'erreur, donc là en noir, on a le taux d'erreur de Picoxia et en blanc, le taux d'erreur vétérinaire. Donc, on voit qu'on a une marge assez significative. Sur certains patterns, surtout les patterns cardiovasculaires, on a un taux d'erreur qui est vraiment amélioré. Donc, on peut voir sur, par exemple, la dilatation de l'atrium gauche, pardon, du ventricule gauche. Oui, et puis aussi de l'atrium, en fait. On divise au moins par 2 ou par 3 le taux d'erreur moyen. Sur les opacités aussi, on améliore un peu. Et puis sur les patterns pleuraux, on améliore sur les effusions pleurales. Et sur les pneumothorax, c'est en moyenne la même chose. Mais ça peut toujours être bon d'avoir un second avis. Donc voilà comment ça marche, l'intelligence artificielle. Je vous ai présenté donc qu'est-ce que c'était que l'intelligence artificielle, comment est-ce que c'était utilisé dans une solution. Et maintenant, on va voir plus en détail les fonctionnalités de Picoxia. Donc, Rivinol a déjà posé la question. C'est compatible avec tous les formats d'images pour pouvoir avoir un interfaçage fluide. La réponse est instantanée aussi. Vous l'avez vu dans la présentation, il y a plusieurs interfaces pour que l'intégration soit simple. Donc, il y a l'interface web qui permet de ne rien avoir à télécharger. Et on a aussi l'application qui permet d'avoir la fonction export automatique et la fonction screenshot. Ensuite, donc nous, on pense que c'est très important d'aider à faire gagner du temps sur toute la partie de l'examen radiologique. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi passé beaucoup de temps à travailler sur le compte-rendu automatique, parce qu'on pense que ça permet de faciliter le suivi des patients. Donc, c'est quelque chose que tout le monde sait est important, mais on a souvent pas le temps de bien stocker un compte-rendu ou de bien en rédiger un. Et là, grâce à Picoxia, ça devient automatique. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est visible du côté propriétaire. Ça alimente la communication, on peut lui envoyer facilement. Et donc, c'est quelque chose que le propriétaire peut voir. Et donc, le tout sans perte de temps. Euh, donc voilà, on travaille aussi sur des interfaçages avec des systèmes d'acquisition et des logiciels PAX. On a du coup plein d'idées pour continuer l'extension de Picoxia. On travaille actuellement sur le calcul automatique du VHS et d'autres indices cardiaques. On prévoit aussi de travailler sur le transfert du cas à un radiologue, à la localisation précise des lésions et ensuite d'étendre l'outil à d'autres régions anatomiques. Merci Aloïs. Écoute, je pense que ta présentation est très très claire. Ce que je tiens à signaler, c'est que c'est un outil qui a été validé par des spécialistes en imagerie, qui ont vu l'outil fonctionner et qui ont été très impressionnés par les résultats. Des mises à jour, des évolutions sont à prévoir très rapidement, puisque c'est une base et qu'aujourd'hui, beaucoup de possibilités sont envisagées. Aloïs a présenté toutes ces évolutions. Et aujourd'hui, avec FAS, notre société, nous sommes convaincus que le Peacock IA constitue la plus grosse avancée technologique de ces dernières années en imagerie vétérinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre outil qui vous permette de vous aider dans votre diagnostic, que ça soit une qualité d'image de machine ou autre chose. Aujourd'hui, d'avoir un outil qui vous aide dans vos lectures, c'est ce qui va vous faire gagner du temps, qui va vous permettre de vous constituer dans votre tête une banque d'images, parce que même pour vous former,
c'est très intéressant pour vous de pouvoir avoir la confrontation de la vie de la machine, de l'algorithme, parce que même pour vous, ça va vous permettre de progresser et tout ça complété à des formations que nous vous proposons pour justement monter en compétences et développer votre activité. Voilà donc par rapport à tous ces points. Aloïs, est-ce que tu as quelque chose à rajouter justement par rapport à ce que je viens de dire? Non, ça me paraît très clair. D'accord. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, c'est très simple. Là, aujourd'hui, vous avez un résumé clair, une présentation claire du système. Nous, aujourd'hui, pour pouvoir vous en faire profiter, nous vous proposons de nous contacter pour une démonstration. Nous avons des spécialistes imagerie qui sont à votre disposition pour venir vous présenter l'outil chez vous dans votre clinique vétérinaire. Vous avez aujourd'hui deux possibilités pour pouvoir en profiter. Soit un abonnement en ligne via le site Picoxia, donc c'est quelque chose de très facile à faire. Tout est fait pour que ça soit donc ergonomique et vous puissiez vous inscrire rapidement. Donc vous avez l'abonnement en ligne. Mais si vous voulez aller plus loin, sachez que nos outils d'équipement de radiologie numérique, plaque phosphore ou capteur plan de chez nous, FAS intègrent l'outil directement donc dans le système d'acquisition. Donc nous avons des offres promotionnelles pour vous en faire profiter. Contactez un de nos spécialistes imagerie afin de pouvoir voir le fonctionnement de l'outil et de connaître ses conditions. Voilà. Donc merci à Aloïs pour cette présentation. Merci Rivlino. À bientôt, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup.